Non, j'aime bien que tu lances ce type de questions. Voilà, très important. Très important. En fait, le footing à l'ancienne, avant, après, on a tout entendu. Ah, oui, On a eu des modes en Ah, oui. France. À l'époque, à Bois, le Thierry Durantel, le docteur, disait courez 20 minutes après, des fois 2-3 heures de tennis, à des gamins de 12 ans. On a arrêté ça. On a parlé de l'échauffement russe. En France, on a des en fait, vous en êtes. après, vous êtes entraîneur, il faut vous faire vos convictions. Hein. Il y a des courants, des choses qui arrivent, qui débarquent en ce moment, c'est beaucoup les neurosciences. J'ai un entraîneur l'autre jour qui est arrivé, il me dit moi je fais du neuroathlétics. Ok, voilà, c'est quoi? Tac, tac. Des méthodes aujourd'hui, il y en a beaucoup, dans tous les domaines. Donc après, c'est à vous de vous faire vos opinions avec votre expérience, vos pratiques, etc. Et de faire le tri par rapport à tout ça. Et de temps en temps, forcément, quand on est entraîneur, avec toutes les nouveautés, il faut à la fois être ouvert, se renseigner, écouter, essayer, mais en même temps, pas tomber dans le panneau à chaque fois, il y a un nouveau truc, en disant c'est ça l'avenir. Moi j'ai l'anecdote, c'est avec les powerplates. À Roland Garros, on est venu nous mettre, vous savez, les plaques vibrantes. Il y a un gars super costaud qui est arrivé, il m'a posé ça, et il dit c'est grâce à ça que vous êtes comme ça? Il dit non, c'est parce que je les transporte. Bon. Et en fait, je lui dis c'est super, c'est bien comme machine, tout ça, parce que vous a prêté ça à l'essai, et il dit c'est fantastique, il dit vous voyez toutes les machines dans la salle. Dans 2 ans, je reviens, vous n'avez plus que des powerplates. Ah bon, ok. Alors 2 ans après, on avait tout sauf la powerplate, on avait enlevé. Donc effectivement, il y a eu des modes où il fallait faire les plaques vibrantes, il fallait faire l'électrostimulation, il fallait faire... Voilà. Et le footing, un peu comme les étirements, il y a eu toutes les périodes. Donc, si on court trop à vitesse lente, qu'est-ce qui se passe? On fait des fibres lentes, donc on va à l'inverse de l'intérêt qui est de travailler l'explosivité, la force explosive, l'endurance de vitesse. Voilà, donc forcément, c'était aussi synonyme un petit peu de l'entraînement physique à l'ancienne, on va courir, et l'entraînement physique moderne, c'est d'utiliser de la muscu, les outils modernes, etc. Donc là-dessus, il faut se faire son opinion. Concrètement, c'est quoi les vertus du footing? Et quel footing? Il y a toutes les modes, il y a toutes les formes de footing. Il y a le footing à allure lente, qu'on appelle au seuil 1, à vitesse lente. Dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Soit c'est court, parce que c'est un réveil musculaire, ça peut se faire avant le petit déjeuner, ça peut se faire comme échauffement. Tiens, au lieu de faire un échauffement avec des éducatifs, allez, on sort, on va courir 20 minutes tranquillement, on se met en route. On ne fera peut-être pas que ça, mais ça peut être une base. Dans ce cas-là, ça ne dure pas très longtemps. Et ça peut être aussi une deuxième utilisation, c'est en fin de journée, allure lente, pas très longtemps, 20 à 30 minutes, en récupération, oxygénation, j'allais dire retrouver un certain relâchement musculaire, et puis aussi, j'y reviendrai parce que ça a des vertus un peu sur le plan mental, c'est à un moment donné, on décompresse quoi. Voilà, et on footing, on ne pense plus à rien d'autre, le match a été difficile, voilà, on a eu des entraînements difficiles, on peut terminer. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième, c'est toujours le footing à intensité faible, mais longue durée. Longue durée, alors pour un joueur de tennis, ça va être, ça dépend de l'âge, hein, ça peut être 45 minutes, ça peut être 1 heure. Honnêtement, aller courir au-delà d'1 heure pour un joueur de tennis, à vitesse lente, ça ne me paraît pas judicieux. Par contre, si on fait au-delà d'1 heure, ça peut être sur vélo. Là, si on fait du vélo sur des intensités faibles au seuil 1, ça peut être 1h30, 2 heures. Ça, c'est tout à fait possible. Sur le footing, à mon avis, c'est pas forcément intéressant. Alors ça a des vertus, notamment par rapport à, peut-être certains ont la notion de l'entraînement, ou ont entendu parler de l'entraînement polarisé. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'entraînement polarisé, en matière aérobie? En fait, c'est notamment, on travaille beaucoup à la fédération avec Laurent Schmitt, qui est le responsable scientifique du centre Préman, centre de ski de fond et de biathlon notamment, Fourcade, toute cette génération de sportifs là. Le biathlon, qui est quand même beaucoup plus dans l'actualité depuis quelques années, sont des sports d'endurance extrême, rien à voir avec le tennis, parce que c'est un effort plutôt intense mais continu, même s'il y a effectivement les temps de pause pour tirer quand c'est le biathlon, mais quand c'est le ski de fond, c'est 20 km voilà, à fond. Et Laurent Schmitt, donc, au centre de Prémanon, ils ont beaucoup travaillé sur l'hypoxie. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail de l'hypoxie, on a une salle hypoxique à Roland-Garros, ça ne concerne pas les petites catégories. Mais c'est un scientifique qui s'est forcément intéressé à tout ce qui est développement de l'endurance. On peut imaginer que pour Fourcade ou les biathlètes qui ont des VO2 au-delà de 80, l'endurance c'est intéressant. Et pendant des années, ils se sont entraînés
à très haute intensité. Très haute intensité tout le temps. Et ils voyaient les Norvégiens, ils voyaient d'autres, on va oublier les problèmes les questions ou les suspicions de dopage, ils voyaient d'autres disciplines ou d'autres sportifs qui, eux, ne s'entraînaient pas toujours à haute intensité. Mais par contre, en compétition, les Français n'étaient pas les meilleurs. Et pourtant, ils avaient l'impression de s'entraîner plus dur que les autres. Ils ont cherché, ils ont fait des études, ils ont lancé des travaux de recherche là-dessus et tout ça. Et l'idée d'entraînement polarisé, c'est de dire que quand on s'entraîne trop dur, tout le temps, trop souvent, notamment en endurance, donc on peut imaginer les joueurs de tennis qui font tous les jours du panier très dur, et puis derrière ils vont courir, ils font des footings durs, ils font de l'intermittent dur, etc. parce qu'ils veulent s'entraîner dur. L'organisme, en fait, il se protège pour ne pas tomber malade, pour ne pas tomber dans le surentraînement, et pour, en fait, les grandes fonctions vitales, à un moment donné, l'organisme, il se protège. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va trop loin dans la fatigue et dans l'accumulation des efforts intenses? Les efforts ne portent plus leurs fruits. On va dans le surentraînement, mais surtout, l'athlète, il ne progresse plus. Il ne progresse plus parce qu'il est tout le temps dans le dur, donc le corps, il se protège. L'entraînement polarisé repose donc sur cette idée-là, c'est qu'on a des temps d'entraînement très durs, mais qui sont relayés par intervalle avec des temps d'entraînement faibles, intensité faible, ce qu'on appelle au seuil 1, donc vraiment intensité faible, aisance respiratoire, voilà, on est bien. Ça peut être du vélo, ça peut être, alors pour le ski de fond, ben, ça va être des allures faibles, ou pour le tennis, ça peut être jouer à faible intensité, ou faire du travail de gamme à intensité moyenne, ou un travail technique. Quand on fait ce travail-là en alternance, du coup, le sportif, quand les séances dures arrivent, il est reposé, il est prêt, elles sont très profitables pour l'organisme. Et donc ces séances à faible intensité dans la semaine, elles viennent permettre aux joueurs, aux sportifs, d'avoir des séances à fort impact qui sont beaucoup plus profitables parce qu'elles interviennent sur un organisme qui est prêt à l'accepter.